Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce mercredi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission diffusée depuis 8 ans maintenant en Guinée-Conakry. On essaie de revenir sur l'actu majeure. Vous avez la possibilité évidemment d'intervenir en direct dans l'émission, tout simplement en partant sur la plateforme GG au 8037 si vous êtes abonné au Orange. Sinon, vous partez tout simplement sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Mais sinon, ça se passe aussi sur Twitter avec plaisir. On va essayer de relayer vos messages en direct dans cette émission. Comme en 2008, bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Roby. Bonjour. Voilà, allez, bonjour mon grand. Bonjour. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actu majeur. Non mais ouais. Très rapidement, il est important de poursuivre le dossier sur le présumé viol au consulat du Canada et de donner des précisions, parce qu'il faut pousser les autorités à démêler ce dossier-là. Je pense qu'il est important. Je pense qu'il y a possibilité d'identifier ce fameux Philippe, je mets son nom entre guillemets, parce que les faits s'étant déroulés en février. Février était une période où Ebola battait son plein en Guinée, donc il n'y avait pas d'énorme va-et-vient au niveau de l'aéroport. Donc, étant donné que les passeports des voyageurs sont scannés au niveau de l'aéroport, je pense qu'il est important d'interpeller le directeur de la sécurité de l'aéroport. Les fichiers de sortie et de rentrée au niveau de l'aéroport peuvent être circonscrits en ce mois de février-là et identifier tous les nommés Philippe qui sont sortis ou entrés à l'aéroport pendant cette période. Non mais c'est vrai, pendant cette période. J'ai pas dit le contraire. Il n'y a pas de complication à ce niveau-là pour identifier ce monsieur. Parce que nous on a envie de savoir soit ce Philippe était vraiment le consul ou il n'était pas le consul. Est-ce qu'il était simple fonctionnaire au consulat de l'ambassade du Canada. Mais en tout cas il y a eu viol, c'est un fait grave et les autorités doivent pousser ce dossier-là. Il y a la possibilité qu'on arrête de nous tourner en bourrique. Le mois de février, il y a eu viol. Le mois de février, il y a eu fuite d'un certain Philippe. Donc, à l'aéroport, les bases de données de l'aéroport peuvent nous permettre de nous dire qui est ce Philippe, qui sont tous ces Philippes qui sont sortis pendant cette période-là, pour nous identifier exactement est-ce qu'il y a un Philippe qui est venu en Guinée et qui résidait au consulat de l'ambassade, au consulat du Canada. Donc, il y a possibilité d'établir l'identité du présumé violeur et il y a possibilité de lancer un mandat d'arrêt contre lui et de saisir les autorités canadiennes pour que cette affaire-là soit éclaircie. Ouais. Voilà. Allez Ahmed. Non, je pense que c'est trop demandé à l'aéroport. Je pense que l'aéroport peut nous dire s'il a véritablement passé par là-bas ou pas. Mais comme on l'a dit, il y a un ministère de l'Intérieur qui existe. Bien évidemment, même si aussi la police qui est de ce côté est chapeautée par cela. Mais je pense qu'il y a un service d'immigration où on prend les cartes de séjour ou encore les visas quand on est sur le sol guinéen. Donc, c'est bel et bien clair qu'à partir de là-bas, on peut savoir qui est exactement ce Philippe qui vit ou qui vivait sur le sol guinéen. Je pense que donc le ministère de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités. Et comme je l'ai dit, c'est une chaîne. Le ministère de l'Action sociale aussi a aussi son mot à dire dans ce dossier. Et comme le ministère des Affaires étrangères, ce que j'ai pas compris, c'est le fait de se limiter tout simplement au fait, de dire non, ce n'est pas le consul. Oui, il faut nous donner d'amples informations. Qui va vous donner d'amples informations? Je pense qu'il faut aussi taper du poing sur la table. C'est un problème qui intéresse tous les Guinéens. Je pense que les affaires étrangères se sont tout simplement limitées à dire oui, ce n'est pas le consul. Ça suffit pas. C'est pas le consul, c'est qui exactement? Ils peuvent le savoir. Est-ce qu'il travaillait? Est-ce qu'à un certain moment, parce que c'est clair, est-ce qu'à un certain moment, il a remplacé le consul? C'est aussi possible. Est-ce qu'à un certain moment, si c'était d'ailleurs lui le consul qui l'a quitté? Donc c'est important de le signaler. On n'a pas dit actuellement, est-ce que c'est le consul actuel? On a dit, oui, au moment où les faits se déroulaient, selon les informations qu'on a reçues, d'après les enquêtes menées par les autorités judiciaires en Guinée, c'est le consul. Est-ce qu'à un certain moment, il a été consul? Donc, c'est tout cela que nous voulons savoir. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Action sociale, le ministère de l'Intérieur, vous avez ce dossier sous la main. Cherchez et dites-nous qui est ce monsieur. Le peuple de Guinée a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà, allez, bonjour Mohamed Djibril. Bonjour Lamine. Bienvenue. Merci. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour à vous, Abaka Diallo. Bonjour. C'est bizarre, allez. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je crois que c'est déjà assez grave qu'on continue de parler de ce viol qui est un crime de meurtre. Faut continuer. Je pense que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Ahmed l'a dit tantôt. Et il y a un fait qui est suffisamment grave pour que les autorités à tous les niveaux s'impliquent.
Je pense qu'aujourd'hui, pour retrouver le violeur présumé, il faut une coordination des services de sécurité. On parlait tantôt de l'aéroport, qui est le principal point d'entrée et de sortie du pays. Il y a aussi les frontières. Il faut que les différents services de sécurité se coordonnent, agissent de concert pour retrouver ce présumé violeur. Ce qui se passe en Guinée m'amène à me poser cette question. Est-ce qu'il ne faut pas revoir notre législation pénale en la matière pour dissuader d'éventuels violeurs? Parce qu'on parle du viol des jeunes filles, mais on ne parle pas assez du viol qui se fait dans les foyers conjugaux. Non, mais c'est extrêmement important. Il faut évoluer. C'est important. Il faut poser le débat. Expliquer aux religieux il faut poser le débat. Tu peux épouser une femme, en même temps tu la violes la nuit. Non, mais écoutez, la loi ne doit pas pouvoir. Ce qui est important, il y a les mœurs, Moussa. Il y a les mœurs, Moussa. Il y a la loi. Il faut une évolution. Il faut une évolution en la matière. Parce qu'une femme, ce n'est pas un objet dont on fait ce qu'on veut. Je pense que la femme doit être respectée, y compris dans les foyers. On parle assez souvent de ces filles, mais parlons aussi de ces femmes mariées qui subissent des viols à longueur de journée à cause de leur mari, parce qu'ils estiment qu'une fois mariée, elle doit se soumettre. Il y a des moments, effectivement, où la femme ne veut pas se livrer à des plaisirs charnels. Il faut le comprendre. La France a évolué là-dessus. Il y a aujourd'hui en France ce qu'on appelle le viol conjugal. Ce n'est pas en Guinée. Il faut que notre législation pénale évolue là-dessus, au mépris parfois des traditions, des mœurs qui sont rétrogrades, qui sont obsolètes, qui sont surannées. Voilà. Le grand dossier ce matin, Moussa Moïse Silla, on va s'intéresser là-dessus évidemment. Expulsion d'un citoyen nigérien. Du nouveau, Moussa Moïse Silla, c'est bien cela? Oui, du nouveau. Il s'agit, un petit rappel, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Ce que j'ai vu dans le 22h quand même. Oui, le 22h. Une réunion avec les ressortissants nigériens. Une partie des ressortissants nigériens a bien voulu nous répondre à l'émission Les Grandes Gueules. Ouais. Nous savons les dessous de cette réunion. C'est pourquoi, lorsque j'en ai été informé, j'ai tout de suite dépêché une équipe afin que ce qu'on nous reproche soit dit réellement devant nos représentants. Et donc, je reviens rapidement sur le résumé de cette histoire. Il s'agit de Fidelis Akwaba Okafor, qui est un citoyen nigérian qui résidait en Guinée. Il a été intronisé roi de sa communauté, roi des Ibo en Guinée, donc, et qui a participé à de nombreuses festivités officielles auprès du Premier ministre, du gouverneur de la ville de Conakry, de Dr Kassori Fofana, parce que être roi de la communauté des Ibo, c'est pas régner à la tête d'un royaume. C'est si comme vous disiez que vous étiez président, oui, donc c'est un titre honorifique. Voilà, honorifique, donc c'est comme vous étiez président d'une association donnée. Ça débouche certes sur des privilèges, mais ça ne vous donne pas de pouvoir sur le territoire guinéen. Ça existe comme ça un peu partout dans le monde. Pourquoi on s'intéresse à ce dossier, Moussa? Parce que ça ne sont pas des Nigériens quand même. Nous nous intéressons à ce dossier parce que nous sommes tous... Ça se passe en Guinée. Les grandes gueules. Oui, ils sont passés à côté carrément de la plaque. Ça se passe en Guinée, nous nous intéressons à cela, et parce qu'il s'agit vraisemblablement d'une violation des libertés publiques. Pourquoi elle est expulsée? Voilà, c'est ce que j'aimerais expliquer. Il n'y a pas de raison véritable qui explique pourquoi est-ce que Fidelis Okafor a été expulsé. Ce qu'on lui a reproché pour un début, c'est qu'il a arboré des tenues traditionnelles de sa communauté. Et donc, chapeau et tout ce qui pourrait, les parures, tout ce qui s'apparente réellement aux habits d'un roi. Donc, on le voit dans les films nigériens, comment est-ce que les rois qui jouent les rôles d'acteurs s'habillent. Et donc, on lui a reproché d'avoir pris des photos vêtu de ces tenues avec des officiels guinéens. C'était le premier reproche qu'on lui a fait. Il y a eu des perquisitions dans ces boutiques. J'ai rappelé ces deux boutiques du côté de Dixine notamment. Et selon certains proches, il y a eu même des objets qui ont disparu après ces différentes perquisitions, $1000 et des vêtements. Je ne peux pas comprendre, avant de revenir au courrier, des échanges de courriers, parce que j'ai tous les courriers ici, entre le ministère de l'Intérieur, la direction de la police judiciaire, mais également le ministère des droits de l'homme, j'ai ces courriers ici. Vous allez comprendre que notre justice, je ne sais pas comment est-ce qu'elle travaille, on n'a pas d'égard réellement pour le ministère des droits de l'homme, mais en même temps pour la justice guinéenne. Alors, vous comprendrez que le monsieur, lorsqu'il a été détenu pendant 3 jours, le lendemain, à 2h du matin, il a été expulsé sans son passeport, sans avoir pris ses effets, avec la tenue qu'il portait durant ces 3 jours.
Et du coup, il rejoint son pays d'origine sans savoir ce qu'on lui reproche réellement. Vous allez voir les démarches qui ont été menées. Il y a son avocat qui s'appelle Maître Seni Kamano, qui a écrit au procureur de la République. Il dit ceci. Il dit notre client est retenu il y a maintenant 72 heures, alors qu'en application des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, le délai de la garde à vue ne peut excéder 48 heures. Il dit, mais pour des raisons inavouées, les officiers en charge du dossier refusent de le déférer. À ce jour, le délai de garde à vue étant largement dépassé, la détention de notre client est devenue arbitraire et illégale pour des faits qui ne constituent pas d'infraction à la loi pénale. C'est pourquoi nous sollicitons votre intervention aux fins de dessaisissement en l'état de la direction de la police judiciaire. Ça, c'est au procureur. Le parquet du procureur a écrit à la direction, donc à monsieur le directeur central de la police judiciaire. Mon parquet vient d'être saisi par maître Seni Kamano, avocat à la cour, d'une demande d'intervention. Il résulte de la demande que son client, Fidelis Akwaba Okafu, commerçant de nationalité nigériane, domicilié au quartier d'Ixine, aurait été arrêté détenu dans vos locaux disciplinaires depuis le 3 novembre 2015, au motif qu'il se ferait appeler par sa communauté roi. Il ajoute que cette application est consécutive à la désignation de son client par sa communauté Ibo, vivant en Guinée comme étant leur chef traditionnel. En vous rappelant les dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, je vous demande de bien vouloir communiquer la dite procédure à mon parquet pour d'utiles dispositions à entreprendre dans l'intérêt de la loi. Voilà, vous savez, il y a les différentes catégories d'auditeurs qui nous écoutent. C'est comme si demain, on appelle Abakar Diallo, le roi de Wassoulou, c'est ça? Oui, le roi de Wassoulou. Ok. Mais on a un empereur ici. Les Wassaba est l'empereur du Wassoulou. Lui d'ailleurs, son empire s'étend un peu dans toute la sous-région. Oui, dans toute la sous-région. Mais Et au-delà, voilà. oui, absolument. Alors, donc, ça a été écrit à monsieur le directeur central de la police judiciaire. Oui. C'était le 5 novembre. Le 6 novembre, on écrit également à monsieur le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Ce ministère est devenu le lieu de lamentation par excellence. C'est comme ce qui se passe en France. Ils viennent, vous lamentez, ils vous écoutent, il a envie de vous aider, mais réellement, il n'a pas de pouvoir coercitif. Il ne peut pas contraindre. Vous vous lamentez et puis il vous écoute, il essaie d'agir. Regardez ce que lui fait. Alors, quand on lui écrit, on explique les faits pour qu'il intervienne. Je ne vais pas lire tout ce qui a été dit, mais il note que malgré l'intervention, ce qui est encore plus grave, il note dans le courrier que malgré l'intervention de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, suite à notre courrier, à l'effet de faire cesser cette violation flagrante de la loi et des droits humains, monsieur Fidelis Akwaba Okafu est encore retenu illégalement par la police. La vérité est qu'il est juste arrêté, privé de sa liberté par la volonté de quelques cadres de la police pour être rapatrié sans aucun fondement et en totale violation des règles en la matière. En ce moment, il n'était pas encore rapatrié. Le ministre des Droits de l'Homme demande des précisions. Les précisions lui sont apportées par le courrier que j'ai amené. Le courrier date du 11 novembre 2015. On écrit également à monsieur le ministre des Affaires étrangères, puisque c'est une affaire qui risque de créer un incident entre deux pays, pour lui expliquer tout ce qui se passe, les dessous de cette histoire. Et au moment où cela est fait, le ministère des Droits de l'Homme dépêche l'un de ses cadres du côté de la police judiciaire, qui part rencontrer, accompagné bien sûr de maître Seni Kamano, qui part rencontrer les responsables. Le directeur de la police n'était pas là, il y avait son adjoint. Ils ont pris le soin de leur demander, mais qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Ce qui leur a été dit, c'est qu'ils n'ont aucun grief contre le monsieur. On leur a juste confié monsieur Fidelis Akwaba Okafu. Puisqu'on leur a confié ce monsieur, donc ils sont obligés de le garder là. Le maître, au moment où ils échangeaient, au moment où le représentant Non, je voulais dire qui leur a confié au Okafor. Mais ce sont les hommes bien sûr de l'antidrogue la précision est importante. Qui l'ont déposé là. Au moment où oui, il est bien déclarifié. Et puis, c'est quelle unité déjà? Il faut donner le nom de l'unité. Oui, mais il y a le secrétariat général chargé de la lutte contre la drogue. Oui, mais il a été confié à quelle unité? Mais c'est l'unité de la police judiciaire. Les grandes gueules. Il n'y a pas autre précision qui m'a été donnée. Mais c'est là où il a été déposé. Et au moment où ils échangeaient, le représentant du ministère des Droits de l'Homme et le directeur adjoint, l'avocat de Fidelis a pris le soin de regarder dans le registre. Parce que tous ceux qui sont mais mis dans les violences... ça, je veux dire, il a ses raisons quelque part. Regardez, écoutez, je vais revenir sur les raisons qui ont été données par M. Thiegbourou parce que je l'ai eu au téléphone. Il m'a expliqué.
au moment où on échangeait, ils ont regardé dans le registre, parce que tous ceux qui sont déférés du côté, qui sont retenus du côté de la DPJ, il y a un registre qui porte non seulement leur nom, le numéro, mais également les motifs pour lesquels ils sont là. Et Fidelis Akwaba n'avait pas son nom dans le registre et on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il a été retenu là. Le représentant du ministre des Droits de l'Homme a fait son compte rendu à son ministre, qui a eu des échanges avec un responsable, avec notamment le colonel, on me cite le nom du colonel Mara, qui est l'adjoint du directeur national de la police, qui aurait confié au ministère des Droits de l'Homme que le dossier, c'est un dossier qu'on leur a confié, ce sont des ordres donc il doit obéir parce que son ministre n'est pas encore là, le ministre de l'Intérieur, donc il ne peut pas pour l'instant obtempérer. Ça, c'était à la demande du ministère des Droits de l'Homme. Et donc, au moment où tout cela se faisait, cette même nuit, puisque les pressions devenaient assez intenses, cette même nuit, aux environs de 2h, 3h du matin, on a fait faire vite des formalités extrajudiciaires parce que le procureur n'étant pas informé, parce que ses avocats n'étant pas informés, aucun membre de sa communauté, aucune famille n'était informée, n'ayant même pas eu le temps d'aller prendre ses effets. Cette même nuit, le monsieur a été mis dans un avion et rapatrié dans son pays d'origine. Qu'est-ce que Kebro vous a dit, Moussa Moïse? Kebro dit qu'il s'agit pour des raisons d'État. Pour des raisons d'État, donc des raisons d'État supposent qu'il y a... Le procureur n'est même pas informé d'une raison d'État. Des raisons d'État supposent qu'il y a de graves risques à la sûreté de l'État, de graves risques aux libertés publiques. Mais j'aimerais... Ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'en France, il y a eu quand même plus de 120 morts. Mais 129. Vous allez voir que toutes les enquêtes sont sous le contrôle du procureur. Ouais. C'est lui qui fait la communication. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, mais on n'a pas soutenu la justice. C'est la justice qui doit agir. Au jour d'aujourd'hui, puisque nous avons incidenté cette histoire sur le plan médiatique, on organise quelques petites réunions. On cherche à savoir quelles sont les personnes au sein de la communauté qui ont filé les informations à Moussa Moïse. On essaye d'intimider certains. Moi, je ne sais même pas qui on appelle le président de la communauté. Les grandes gueules. C'est pas la peine d'intimider les gens. Et la réunion qu'ils ont organisée, c'est pas la réunion qui a été convoquée par l'ambassade du Nigeria. C'est une portion des ressortissants. C'est l'association. C'est l'association. Ils ont décidé au cours de cette réunion que sur 6000 Nigérians, il y a beaucoup qui ne sont pas en règle et donc eux ne se sentent pas concernés par le monsieur, par le cas du monsieur qui a été rapatrié. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, Djibril? Oui, mais ce qu'on peut faire, je vais juste résumer en disant que si on y prend garde, parce que le monsieur est également en train d'agir du côté du Nigeria afin de saisir la cour de la CEDEAO, si on y prend garde, on risque de cautionner une injustice. Et l'exemple, le fait que le procureur ait écrit à la DPJ et qu'il n'y ait pas eu de suite, je pense que ça ne peut pas rester sous silence. C'est assez grave pour notre pays. Il faut que ce monsieur soit rétabli dans ses droits. Allez-y. Ça m'étonne d'autant plus parce que les officiers de police judiciaire sont placés sous le contrôle du procureur général et sous la surveillance du procureur, sous le contrôle du procureur de la République et sous la surveillance du procureur général selon le code de procédure pénale. Mais Lamine, ce qui m'étonne, me sidère en plus, c'est le délai de garde à vue qui a été violé. Parce qu'en droit, la forme commande le fond. Rien que par cette violation... C'est 72 heures. Mais non, c'est 48 heures. Ah ben non, je pose des questions. Oui, je comprends. Non, je m'enflamme pas. Ben voilà. Comprenez mon sentiment quand je vois une violation flagrante de la loi. En Guinée, c'est jamais respecté. C'est 48 heures, mais ce délai peut toutefois être prorogé sur réquisition du procureur de la République. Et il peut d'autant être prorogé lorsqu'il s'agit d'une affaire touchant à la sûreté de l'État. Ce qui, à mon avis, au regard des faits exposés par Moussa Moïse, ne semble pas être le cas. Il y a un monsieur qui a été arrêté. C'est normal qu'il soit détenu pendant 48 heures, mais au-delà de ces 48 heures, normalement, ce monsieur devait être relâché. Ça n'a pas été fait. Le procureur de la République, duquel relèvent normalement les officiers de police judiciaire, il a donné des instructions pour que le monsieur soit libéré. Ça n'a pas été le cas. Bon sang de bon Dieu, Moussa a bien fait de citer l'exemple français où il y a eu une attaque d'une ampleur sans précédent, mais seul le procureur de la République est habilité à communiquer. Et Lamine, pour finir, je vais vous dire à vous, ce n'est pas sous l'autel de la lutte contre la drogue qu'on doit fouler aux pieds les règles, les textes de loi. Il faut dire à Kebro, certes, il a des
il a une feuille de route, mais cette feuille de route doit se faire dans les limites du respect de la légalité. Sinon, lui-même, il va subir les rigueurs de la loi. Voilà, merci beaucoup, Djibril. Non, mais je vais vous dire un truc en 2 mots très facilement. Vous savez, ici, on aime dire procureur de la République, procureur de je ne sais ceci, de je ne sais cela, qui n'ont aucune puissance. Les textes de loi sont là. Il faut pas aller sur un terrain miné, Roby. Non, je ne vais pas sur un terrain miné. Je ne veux pas entrer. Non, attendez. Je ne vais pas trop commenter cette affaire parce que je ne la maîtrise pas. J'ai pas mis les enquêtes. Mais moi, là où il y a un problème, c'est pourquoi des hommes à un tel niveau de responsabilité comme procureur de la République qui doivent contrôler des procédures judiciaires n'ont pas la puissance qu'il faut. C'est-à-dire n'ont pas la force d'imposer la loi. Il faut vous poser cette question. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent ici qui ne sont pas réglées dans les règles de l'art. Il y a des accointances entre les procureurs et même quelques petits policiers qui leur envoient des petits sujets. Et il y a des back-cheats qui sont partagés. Comment voulez-vous que ce procureur-là ait de la puissance et impose des règles, le respect des règles à un petit policier quand il sait qu'il a fait des affaires avec lui? C'est important de préciser ceci. Les lois, non Ahmed, les lois sont là. Les procureurs savent qu'ils doivent les faire appliquer, mais ils ont perdu de leur puissance parce qu'eux-mêmes sont mouillés dans de sales affaires. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à faire respecter la loi. C'est ce que je voulais préciser. Oui, voilà. Moi, en attendant de savoir dans les gardes à vue sont jamais respectés. Les lettres sont écrites, sont adressées à des services. Ces lettres ne sont jamais mises en application. Posez-vous beaucoup de questions. Les lettres sont dûment en forme. Les lois sont citées dans les lettres. On fait injonction d'application de ces décisions venant de là-haut. Les décisions ne sont jamais respectées. Pourquoi les décisions ne sont jamais respectées? Vous pensez que c'est parce que les gens n'ont simplement pas envie de ne pas respecter les décisions, ou alors ils ne les connaissent pas? Ils les connaissent très bien. Mais les raisons qui font qu'ils ne les respectent pas, c'est parce que la hiérarchie elle-même a perdu de la puissance. La hiérarchie a démissionné dans l'application des lois. La hiérarchie n'a pas la puissance de faire application. Merci, Roby. Je pense que voilà, c'est important. Et en attendant qu'on ait des preuves que ces procureurs ont trempé dans telle ou telle affaire, je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Mais c'est une affaire qui sent de la magouille et qui met en évidence les dysfonctionnements institutionnels dans notre pays. Et tout à l'heure, on parle là de l'ONT et du ministère, donc du ministère des tutelles. Précédemment, on a parlé de ce marché-là qui a agité le milieu des marchés publics. Ça n'a pas encore agité. C'est pas totalement fini parce qu'on attend le retour du président ou l'institution régulatrice, tout est ramené aujourd'hui, tout est relié à la personne du président de la République. C'est un véritable problème de gouvernance et je pense que à l'orée de ce second mandat, le président réélu, le professeur Alpha Condé, a besoin donc de rabattre vraiment les cartes pour faire en sorte que les questions de gouvernance, les questions de conflits institutionnels soient réglées et définitivement. Sinon, ça déteint sur sa gouvernance. Et vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on essaie de bypasser complètement les procédures judiciaires et on expulse un citoyen de la CEDEAO qui quand même jouit de la liberté de mouvement, de circulation dans l'espace CEDEAO. Donc, il y a anguille sous roche. Précédemment, on a eu colonel Tiegoro Anof qui nous a dit que ce ne sont pas ces services qui ont expulsé ce Nigérian au Cafor. Alors, qui a pris la décision finalement? Qui a expulsé? On sait que le monsieur a été détenu pendant longtemps au niveau de la direction de la police, de la direction centrale de la police judiciaire, et alors qu'il n'y avait aucun motif réel, et aucun reproche valable ne lui était fait. Et on ne peut pas expulser un citoyen parce qu'il est le roi d'une partie de sa communauté. Il faut quand même préciser les Iwo, et on ne peut pas l'expulser parce qu'il s'est affiché lors des cérémonies avec des officiels. Il n'y a qu'une raison valable. Tout ça, c'est vraiment des vêtis. Ça déshonore notre État, la République. Je pense qu'il faut faire un peu de sérieux. Et l'autorité de la justice a été sapée, clairement, sûr, je l'ai dit. Parce que on vient de violer une des libertés fondamentales. Vous savez, il y a une différence entre liberté fondamentale et liberté publique. Les libertés publiques sont encadrées par les textes de loi. La liberté d'aller et de venir est consacrée par les textes de loi, notamment de la CEDEAO, mais aussi c'est une liberté fondamentale. Ça vient d'être violé. Il faut rétablir l'autorité de l'État en donnant à la justice les moyens d'agir. Il y a eu une instruction du procureur qui a été donnée, qui n'a pas été respectée. Il faut en tirer les conséquences qui s'imposent du fait des agissements de certains dans cette affaire. Bien.
Allez, les GG reviennent dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On revient dans un instant, évidemment. Tibou Camara s'exprime ce matin chez les GG. Les cartes qui vont être redistribuées et le paysage politique guinéen et qui va se redessiner au sortir de l'élection présidentielle. Oui, on va en parler dans un instant avec Tibou Camara, ancien ministre d'État sous la transition qui va s'exprimer ce matin chez les GG. Et puis on va s'intéresser aussi à ces vrais gens, la CMIS et le commissariat central de Matoto, accusés par le boucher du marché de Matoto de confisquer leur lieu de vente depuis le 2 septembre dernier. L'affaire est devant la mairie de Matoto qui à son tour parle de mesures dissuasives de circonstances en attendant donc la construction d'une boucherie moderne. Du côté de l'ENT, c'est pas la fête du tout. L'AS Junior dans tous ses états. On en parle dans un instant sur Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Évidemment, on va s'intéresser aux vrais gens. Je le disais tantôt à l'entame, la CMIS et le commissariat central de Matoto accusés par les bouchers du marché de Matoto donc de confisquer leur lieu de vente depuis le 2 septembre dernier. L'affaire est devant la mairie de Matoto qui à son tour parle de mesures dissuasives des circonstances en attendant donc la construction d'une boucherie moderne. Comment on est arrivé là? On en parlait hier dans le morning. Pourquoi cette mesure? Monsieur Abdoulaye Kagyan Diallo, porte-parole des bouchers, et le secrétaire de la mairie de Matoto, Sekou Konte, ils vont s'exprimer ce matin chez les GG. On va essayer d'écouter aussi Tibou Camara, depuis l'étranger, qui va intervenir en direct ce matin chez les GG. On va revenir sur cette affaire rocambolesque du côté de l'ONT, l'AS Junior, dans tous ses états, Baka Diallo. Oui, l'AS Junior, on ne sait pas si il a beau jeu d'être dans tous ces états ou pas. C'est une question qui mérite d'être posée. Attendez, Djibril, je sais que vos lèvres vous démangent, mais attendez que je plante le décor. Alors, ce qui s'est passé hier, je l'ai évoqué comme aime bien le dire Djibril, je l'ai évoqué subrepticement, que l'AS Junior risque d'aller en bras de fer avec son ministre de tutelle, M. Moussa Condé Tatavieux. Ce qui se passe le 9 novembre dernier, M. l'AS Junior Condé a signé donc cette décision que voici. Et donc c'est une note de service qu'il a prise dans laquelle il ordonne en article 1er à son adjoint, le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, donc d'installer des chefs de division au premier étage, au même niveau que la direction générale. Si vous connaissez le ministère du tourisme, il y a tout un bâtiment qui est affecté à l'ONT, l'Office national du tourisme. Donc il ordonne à son adjoint donc de faire installer au premier étage, au même niveau donc lui, ses bureaux à lui, des cadres qu'il venait de nommer. Et à cet effet, il instruit à son adjoint donc de veiller particulièrement à la libération effective de tous les bureaux occupés par d'autres services et par des tiers dans les 72 heures. Les grandes gueules. Une injonction ferme. Et il est dans la même note de service, donc il demande à son adjoint donc de veiller particulièrement aussi à l'installation dans leurs fonctions respectives des cadres nommés. Donc il y a un chef de la division administrative et financière qu'il a nommé en la personne de Chérif Khalidou Diallo, un chef de la division règlement et contentieux en la personne de Ousmane Maomi et un chef de la division ressources humaines en la personne de Madame Kaba Sanaba Keita et enfin un responsable de la division exploitation en la personne de Ousmane Bella Diallo. Il précise que dans le lot, donc, il y a 2 contractuels qui ne sont pas payés sur la grille salariale de la fonction publique et par contre ils sont payés sur le budget de l'ONT. Alors, c'est cette décision, donc cette note de service qui a été prise par M. l'AS Junior Condé le 9 septembre. Entre-temps, les cadres donc, qui ont été enlevés ou donc, auxquels on a retiré donc, des bureaux vont donc entrer dans une sorte de démarche pour contester ou attaquer cette décision. Ils sont allés voir jusqu'à la présidence de la République pour dire que c'est une décision. Oui, c'est important que c'est une décision qui ne peut pas prospérer. Ouais. Alors, dans la foulée, donc, hier, on a reçu donc, une copie de la lettre du ministre de l'hôtellerie et du tourisme, M. Moussa Condé Tatavieux, qui invoque
une instruction du Premier ministre donc de ne procéder en ce moment à aucun mouvement de personnel. Donc le ministre Atavieux s'appuie sur cette instruction pour faire annuler la décision du directeur général de l'ONT. Voilà donc la pomme de discorde entre les deux. Pourquoi il parle de décret? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Oui, non, c'est important. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Pourquoi il parle de décret? Attendez, qui dit gouverner, il faut être vraiment ferme, quoi. C'est très important. On a eu la Junior qu'on est dans cette émission. La dernière fois, quand le ministre est intervenu, 2 fois même, on a eu dans cette émission. Et je savais quelque part qu'il faisait des pitchs un petit peu à la Junior Condé. Il m'a même traité ce jour-là de tocard. Quand je dis c'est qui ce tocard-là? Vous vous rappelez ce jour-là? Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, là, tu n'as qu'été yeux pour pleurer. Je termine. Pourquoi il parle de décret? Oui, parce qu'il y a un décret qui a été signé par le président de la République portant statut, attribution, mission et fonctionnement de l'ONT. En son article 1, il est précisé que l'ONT est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Attendez. Il faut le préciser. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas sûr que l'ordre soit venu du président? Non, attendez, Moussa. Mais il y a quand même une disposition de ce décret, l'article 32 qui dit ceci, je vais le lire intégralement. Le directeur général de l'ONT assure le recrutement du personnel nécessaire, soit par la mise à disposition ou détachement des fonctionnaires, soit par contrat de travail après appel à candidature. Donc c'est la latitude que lui confère le décret du président de la République. Et un peu plus loin, le décret dit dans le cadre des lois et règlements intérieurs, il exerce, donc je parle du directeur général, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut donc procéder à des licenciements, remise à la disposition de l'administration d'origine des agents placés sous ses ordres. Dans ce cas, à quoi ça sert un ministère? Eh bien, non, c'est quand même, il faut rappeler. Ton directeur attendez, à quoi ça sert un ministère? Il faut rappeler ce que dit le décret. Le décret portant statut, fonctionnement et mission, attribution, c'est important. Et si il était que l'AI Junior s'est appuyé sur cette disposition qui quand même lui donne ce plein pouvoir de nommer et de révoquer, donc de procéder même à des licenciements, hein, si cela est vrai, donc on se pose la question de savoir est-ce que c'est ce décret, donc l'esprit de ce décret qui doit prévaloir, ou une instruction du Premier ministre. En tout cas, moi personnellement, j'ai fini. Moi, j'ai pas vu copie de cette instruction, mais si tant est que cette instruction existe, est-ce qu'elle fait blocage donc à l'application du décret du président de la République? C'est une question qu'on se pose. Allez-y, Aboka, vous avez raison de dire que l'envie me démange de parler. Tout comme vous avez raison de vous poser cette question, est-ce que l'ingénieur doit s'effaroucher du fait d'une lettre que lui a adressée son ministre de tutelle? Vous l'avez pas vu s'effaroucher, hein? Non, écoutez. Mais non, c'est lamente dans tous les sens. Tu ne peux pas le cacher. Lamine, quand même, il est important de faire... Ici, on est libre. Oui, il est important de faire un certain nombre de décisions. Le décret dont parle Aboubacar Diallo, c'est un décret qui vient en fait réparer une grossièreté juridique. Parce qu'avant, l'ONT était régi par un arrêté conjoint, ce qui était une grossière erreur juridique. Pourquoi je le dis? Parce qu'un arrêté, selon le parallélisme des formes, un arrêté même conjoint n'est pas opposable à un autre arrêté. C'est pourquoi le président a beau fait de prendre un décret pour réparer cette grossièreté juridique, mais aussi donner des moyens fonctionnels et structurels à l'ONT pour lui permettre de mettre en œuvre ses projets. Ça, c'est important. À la question de savoir si l'AI Junior Condé doit s'effaroucher par rapport à une note de service, eh bien, c'est une question qui ne mérite pas d'être posée. Il y a les gens parlent souvent d'autonomie des EPIC. L'autonomie des EPIC ne signifie pas indépendance. L'AI Junior Condé relève d'un département. Non, attendez. Non, je vous parle du droit. Ce n'est pas Gibril qui parle. Bien. L'autonomie ne signifie pas indépendance. Parce qu'il y a les EPIC relèvent... On peut en discuter, mon grand, quand même. Mais non, mais attendez, quand même. Indépendance auquel plan? Non, mais on peut discuter. Indépendance auquel plan? Moi, je pense que tout ceci, ça a été nourri par l'AI Junior Condé. Je suis désolé de le dire. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais c'est vrai ce que quand on prend un petit peu le cas de ce qui se passe du côté de l'OGP, lui, s'est fait respecter. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Là, on l'a mis là parce que le président a confiance en lui. Donc, s'il encaisse, il continue à encaisser les coups. Alors, le gars, il vient, attends, un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Mais non.
sortons des chantiers battus, sortons de il faut être réaliste à un moment donné, Djibril. C'est pas du tout émotionnel. Tu me connais dans ce sens-là, de toute façon. Non, je sais. Voilà. Je sais. C'est pas de l'émotion. Je n'en doute pas. Il y a des textes de loi qui régissent les deux structures. L'ONT est un épique. Peut-être qu'il est, il est victime de son cœur, là, non, oui, qui relève d'un département qui exerce sur l'ONT une tutelle administrative. Quel cœur. Il y a une décision qui a été prise. Il y a une injonction du Premier ministre qui, en attendant d'avoir des preuves, il y a ce qu'on appelle le principe de bonne foi. Donc, le ministre qui a invoqué cette injonction du Premier ministre est présumé être de bonne foi. Il estime, il a adressé, ce qui est tout à fait normal, il a adressé une lettre d'information à l'ingénieur Condé pour lui dire votre décision viole une instruction du Premier ministre, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand le Premier ministre prend des instructions, c'est au ministre de relayer ces instructions-là par des lettres d'information adressées à leurs collaborateurs. C'est ce que le ministre a fait. Ce que l'ingénieur peut faire, le ministre lui a adressé cette lettre à charge pour lui de rapporter cette décision. Parce que en droit, non, mais laisse-moi finir. Je ne peux pas vous laisser continuer. Non. À charge. Vous n'êtes pas dépositaire du droit. Il ne s'agit pas de droit là. Non. À charge. Non. Un instant. Tu me laisses terminer. Je t'ai écouté. Tu as eu tout le temps de parler. À charge pour l'ingénieur. Le ministre a annulé la décision. Il n'est pas. Non. Vous ne pouvez pas dire à charge à l'AI Junior de faire rapporter. Non. Mais c'est une confusion. Non, c'est toi qui fais de la confusion. Non. Le ministre a annulé la décision de l'AI Junior. C'est clair. Pas du tout. C'est ta lecture, ça. Parce que tu ne comprends pas effectivement ce qui se passe. À charge pour l'AI Junior Condé de rapporter la décision. Parce qu'en droit, qui peut le plus, peut le moins. C'est lui qui a pris la décision de nommer. Il peut également rapporter cette décision en prenant une norme de même valeur. Parallélisme des formes exige. Il faut dire à l'AI Junior Condé qui n'est pas sur un 6e continent. Il dépend d'un ministre de tutelle qui lui donne des instructions. Parce que moi, j'ai pris langue avec certains responsables du département et qui me disent clairement que l'ingénieur Condé se croit au-dessus des textes. Non, je vous le dis. Ouais. Non, mais qui me l'ont dit. Il faut aller dans le fond. Que l'ingénieur Condé se croit au-dessus des textes. Non. Abakar, laisse-moi parler, s'il te plaît, vas-y. Mais là, je ne comprends pas ce matin pourquoi Abouaka s'effarouche. Non, il est en train de s'effaroucher. Merci, il accepte les vérités. Bien. Moi, j'ai pris langue avec certains départements. Il semblerait qu'au cours des réunions, que l'ingénieur Condé soit souvent amené à hausser le ton vis-à-vis de son ministre de tutelle. À un moment donné, il ne faut pas que les structures politiques du RPG surplombent l'orthodoxie administrative. C'est ça la vérité. Indépendance, autonomie financière, oui, mais autonomie financière ne signifie nullement indépendance. Merci beaucoup, Djibril. Allez-y, Ahmed, votre analyse là-dessus. Ce qui se passe là, c'est vraiment un désordre total. Oui, c'est vraiment un désordre. Moi, j'aimerais poser plutôt la question au président de la République. Dès qu'il est arrivé, l'une de ses premières phrases, c'était quoi? Il dit qu'il a trouvé un pays, il n'a pas trouvé un État. Ouais. J'aimerais bien évidemment lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de ces 5 ans? Est-ce qu'il a pu créer même l'embryon? C'est la question que je me pose parce qu'il y a des zizanies partout. On a vu le premier dossier qu'on a traité. Le premier dossier, c'est exactement quoi? On a parlé de ce cas de viol. 0. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. On a parlé du cas de Tiegboro, ce monsieur qui s'est fait expulser, où on floue carrément les décisions du procureur de la République. On s'en fout de lui, on le met à côté et ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est très très grave. Et le troisième dossier qu'on est en train de parler, c'est l'affaire l'AI Junior. Alors, qu'est-ce que les tests nous disent? Il faut appliquer les tests. Il y a des tests. Les tests nous disent quoi exactement? Donc moi, je n'aimerais pas revenir dans tout ce que Djibril est. Les grandes gueules. Il y a des tests, appliquons les tests. Monsieur le ministre de la réforme de l'administration, vous étiez dans ce studio. Il l'a interpellé dans cette émission une fois. Il a été interpellé et il a dit qu'il allait mettre les bouchées doubles. Il nous a donné un deadline qui est très proche, mais je ne vois pas ce qui a été fait. Alors, appuyez encore sur l'accélérateur, sinon on risque de se retrouver dans un désordre total durant ce deuxième mandat du président de la République. On est dans une administration, vous comprenez. Moi, je ne voulais pas tomber dans les débats personnels, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une administration où vous avez le Premier ministre qui est nommé par décret, vous avez un ministre qui est nommé par décret, vous avez un directeur qui est nommé par décret, vous voulez un planton qui est nommé par décret. Alors, chacun porte sur son dos la copie du décret et personne n'a envie de respecter. Mais oui, écoutez, personne
personne n'a envie de respecter l'ordre de la hiérarchie. Mais oui, lorsqu'il y a un conflit, il y a un conflit au sein de l'administration, vous vous rendez compte que chacun se targue d'avoir été nommé par décret, on se boursoufle la poitrine. Écoute, moi, le décret qui t'a nommé, c'est le même décret qui m'a nommé. Allez, ton analyse par rapport à cette situation, je ne suis pas juriste, je ne lis pas les textes qui régissent cette ONT. Moi, je vous relève le problème général de l'administration. Je vous dis simplement, il faut que le président de la République prenne sa responsabilité. Il faut qu'il arrête de nommer tout le monde par décret. Il faut que la hiérarchie administrative soit respectée. Il faut que quand un premier ministre dit à son ministre de faire respecter telle autre décision ou d'annuler telle autre décision car le directeur a pris, que le directeur se soumette et qu'il n'ait aucune valeur pour se boursoufler la poitrine pour dire que moi je suis sur la même hiérarchie que vous. Mais si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Arrêtez. Tu n'as pas le monopole de la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais le monopole de la vérité, mais ce que je dis, c'est une vérité absolue. Il y a beaucoup de décisions qui sont... C'est ta vérité. Non, il y a beaucoup de décisions qui sont prises ici et qui ne sont pas respectées. Pourquoi? Chacun se fait le plaisir de dire que je suis proche du président de la République, j'ai les mêmes prérogatives que toi. Le président de la République a pris un décret pour te nommer, il a pris les mêmes décrets pour me nommer. Tu ne peux pas m'enlever à mon poste, c'est le président de la République qui peut le faire. Donc je ne suis pas obligé de respecter ta décision. Et c'est ça la grosse pagaille dans cette administration, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Allez, Moussa Moïse. Oui, là je suis à la tête d'un EPIC, Abaka l'a rappelé. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Mohamed Djibril Kamara a dit plutôt. Mais il est important de souligner une chose. Laye Junior Condé doit s'attaquer aux vrais problèmes qui minent le secteur de la promotion du tourisme à Guinée. Ouais. Il y a un beau hôtelier, beaucoup d'hôtels sortent de terre. Le chef de l'État met les moyens qu'il faut en partenariat bien sûr avec des fonds, des capitaux étrangers. Il faut profiter de cela pour faire valoir ce qu'il vaut réellement à la tête de cet office. Mais parce que moi je comprends pas. S'il n'a pas les mains libres. Non. Si. Ce débat est dépassé. Mais non, ce débat dépassé. Est dépassé. Ce n'est pas dépassé, Moussa Je vais vous dire une chose. Voilà. Je vous donne un exemple. Ouais. Être à la tête d'un EPIC, c'est vrai, on parle d'autonomie de gestion. Mais il y a un cordon hiérarchique qui vous lie au ministère de tutelle. J'ai pas dit Sinon, le contraire. on n'avait pas parlé du ministère de tutelle. J'ai pas dit le contraire. Alors moi, je vais vous dire une chose. Les juniors, j'apprends qu'il y a plus de 100 formes de taxes qu'il peut imposer pour renflouer les caisses de l'ONT. Les juniors doivent s'attaquer au vrai problème. Il faut arrêter ces combats avec sa hiérarchie, ça n'a pas de sens. Bien. Je pense qu'il doit prendre l'exemple sur Paul Moussa Diawara, qui a eu quelques bras de fer avec son ministère de tutelle, mais après les choses sont rentrées en ordre. Il est tellement ingénieux qu'il part jusqu'à relever de vieux décrets qui parlent de taxes au niveau des radios. Il faut faire ce pourquoi le président vous a mis là. Faites votre boulot. Les guerres de la sorte, on n'en a plus besoin. Maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'il est à la tête de cet office. On veut des résultats. On n'a pas besoin de ce genre de choses. Allez-y, Abaka Diallo. Non, je conclus en embouchant la même trompette que Moussa. Là, sur ce plan-là, je pense que c'est une vérité qui est partagée. La junior doit se payer de plus d'audace, en tout cas dans les fonctions, dans l'exercice, l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose et je pense qu'il doit dépasser ces querelles de clocher, excusez-moi l'expression, pour s'attaquer aux vraies questions de promotion et de développement de notre tourisme. Il y a un boom hôtelier, Moussa l'a rappelé, dont il peut profiter aujourd'hui pour développer le tourisme d'affaires. Mais rien n'est fait. On est encore dans ces débats, concernant l'application des textes, ou comment rentrer dans ces droits en parlant d'attribution. Je pense qu'il faut dépasser cela. Et cette affaire, à mon avis, n'a aucun sens. Les juniors doivent se ressaisir, se rasséréner pour donc aller au véritable combat. Titi. Oui, absolument. Quand vous parlez, d'hôtel, écoutez-moi. Quand vous parlez d'hôtel, etc. Vous parlez de résultats, vous parlez d'hôtel, et de plages, etc. C'est bien, mais vous avez fait un tour à l'ONT. Moi, j'y étais hier. Ben oui, j'ai été. J'y étais hier. Vous avez fait un tour? Ben oui. Qu'est-ce qui vous montre que alors? Entrez dans les locaux, qu'est-ce qui vous montre que vous êtes dans un office de tourisme? Il n'y a rien, il n'y a aucun vestige, c'est vide. Mais arrêtez, mais c'est vrai. Mais arrêtez, c'est le lieu. Prendre la hauteur, Roby, s'il te plaît. Voilà, allez. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, parce que ça chauffe dans ce studio, franchement. Je ne contrôle plus rien. On revient dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive.
La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.